Bien, j'espère que ça a marché. On va corriger l'exercice en tout cas. Donc pour pouvoir y voir clair, il faut faire un schéma de l'énoncé. On sait qu'on croise un parent 1 qui est B+, par un parent 2 qui est A+, et on va se demander, pour pouvoir déterminer les proportions et les probabilités pour eux d'avoir un enfant au moins, on va absolument devoir déterminer leur génotype. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il porte un allèle B, mais comme il est dominant, on ne sait pas si l'autre est B aussi ou O. Et pour l'allèle plus, c'est pareil, comme il est dominant, on ne sait pas si c'est un plus en face ou si c'est un moins. De la même façon, pour le parent A+, on ne connaît que deux allèles, mais pas forcément les quatre. Du coup, on va être obligé de passer par leur descendance pour comprendre, et comme elle est O négative, et que O est double récessif pour pouvoir s'exprimer en tant que O, comme le moins, on sait que le génotype de la descendance est OO moins. Or, comme ce O a été hérité des deux parents, alors je sais que il y a un O qui vient ici et un O qui vient de là. Je vais donc pouvoir compléter B et O. De la même façon, il y a un moins qui vient d'ici et un moins qui vient de là. Je vais donc pouvoir compléter B plus BO plus moins. Et ici, AO plus moins. Une fois que j'ai le génotype des parents, alors on est parti pour faire un échiquier de croisement. Ce que je peux faire, c'est que je peux associer le premier chromosome avec n'importe lequel, de façon équiprobable, c'est un brassage interchromosomique, donc le B peut aller avec le moins, première colonne, le B peut aller avec le plus, deuxième colonne, le O peut aller avec le plus, troisième colonne, et le O avec le moins, quatrième colonne. Je croise avec le parent P2 de la même façon, et une fois que j'ai tout établi, je vais pouvoir croiser les chromosomes et former une génération diploïde, la génération F2 en croisant la génération F, en croisant P1 par P2. Du coup, ici, j'ai tout croisé, et je vais déterminer à chaque fois l'allèle dominant. Attention, ici, les deux sont dominants, donc le phénotype va être AB+, etc., etc. Je cherche donc le phénotype qui m'intéresse, puisque je dois déterminer les probabilités pour que l'événement arrive, c'est-à-dire que je trouve un enfant au moins. Le seul au moins que je trouve, il est ici, et donc ça me donne une probabilité d'une seule case sur 16. J'ai donc répondu au problème. La probabilité pour que ce couple ait un enfant de groupe O et de résus négatif est de 1/16. Maintenant, on va essayer de voir s'il n'y a pas plus simple que de compter en 16e et de croiser des générations comme ça. C'est assez compliqué dès qu'on étudie plusieurs gènes. Pour ça, on utilise un autre test qui s'appelle le test cross. Le test cross, c'est simple, le but est de simplifier les choses, c'est de faire un croisement avec un individu lorsqu'on a plusieurs gènes, dans notre exemple c'est 2, de prendre un double récessif pour les deux allèles. Et donc il est homozygote récessif pour les deux gènes testés. Et du coup, comme il est double récessif, lorsqu'il va former ses gamètes, les gamètes vont avoir un allèle récessif et l'autre allèle récessif des deux gènes étudiés. Du coup, ils ne vont s'exprimer aucunement dans la génération F1. Puisque du coup, ils sont récessifs, ils ne s'exprimeront que si dans le gamète du F1 attesté, il y a aussi l'allèle récessif, donc ça permettra de voir ce qu'il y a dans le gamète. Prenons un exemple pour voir ça de façon plus claire. Ici, on reprend l'exemple des poids de Mendel, qui étaient jaunes et verts, puis lisses et ridés. C'était la F1 qui était 100% hétérozygote, puisque issue de deux souches pures, jaune et lisse et vert et ridé. On peut donc décider de faire toutes les combinaisons possibles pour F1, mais au lieu de le croiser avec F1 et d'obtenir 16 cases, on va le croiser avec un double récessif, c'est-à-dire quelqu'un qui serait ici, VVRR. Du coup, voici tous les gamètes possibles qu'on a établis tout à l'heure pour la génération F1, le J va s'associer avec le L, ou le J va s'associer avec le R, etc., etc. Alors qu'on va le croiser avec un double récessif qui ne peut avoir qu'un V et qu'un R, puisqu'il était VVRR, et donc, ici, vous allez obtenir des descendants qui ont le même phénotype que le génotype du gamète. Ici, le phénotype est VR, le génotype du gamète était VR. On a donc accès au génotype de F1 en croisant avec un double récessif. L'intérêt ici, c'est qu'on a des proportions qui sont 1/4, 1/4, 1/4, ce qui montre que c'est équiprobable. Ce qui a séparé les différentes possibilités de gamètes, c'est donc uniquement le brassage interchromosomique, et qui lui est 100% équiprobable.
Si on obtient des proportions 1 quart, alors j'ai bien vérifié que le génotype de F1 était doublement hétérozygote. C'est la seule possibilité pour que les 4 allèles puissent s'associer de façon équiprobable. Si des fois j'avais obtenu des proportions 50-50, c'est que il n'aurait pas été hétérozygote, il y a un gène qui aurait été homozygote, et donc ça n'aurait pas donné ces proportions-là. Le test cross, du coup, a été repris ensuite par Battison et Punnett, qui ont repris les travaux de Mendel, notamment sur des fleurs de pois de senteur, avec 2 gènes qu'ils ont étudiés qui auront posé un petit problème. C'est la couleur des fleurs qui peuvent être soit rouge, soit pourpre, et la taille des grains de pollen qui peut être soit rond, soit allongé. Et donc, ils ont pris des générations F1 obtenues en croisant des phénotypes de fleurs pourpres pollen long. Donc si c'est des souches pures, ils ont 100% de fleurs pourpres et 100% de pollen long. Ils ont croisé ça avec un génotype de pollen rond avec des fleurs rouges. Lorsqu'ils ont croisé ça, ils ont eu 100% de génotype hétérozygote. Fleur pourpre s'est associée avec fleur rouge et pollen long avec pollen rond. Du coup, on a pu déterminer les allèles dominants, qui sont fleur pourpre et pollen long. Et ensuite, comme on a F1, on va pouvoir essayer de faire tous les gamètes possibles de cette nouvelle génération F1. Je peux donc associer normalement fleur pourpre avec pollen long, ou fleur pourpre avec pollen rond, et fleur rouge avec pollen long, ou avec pollen rond. Avec un test cross, en croisant avec un double récessif, j'ai établi les 4 types de gamètes possibles. On devrait donc obtenir un quart. C'est ce qui est attendu. Mais lors de l'expérience, ils n'obtiennent pas du tout ça. Ils obtiennent 50% de pollen long avec fleur pourpre et 50% avec fleur rouge et pollen rond. Et du coup, tout se passe comme si l'allèle pollen long ne pouvait pas se dissocier de fleur pourpre, et comme si l'allèle fleur rouge ne pouvait pas se dissocier de pollen rond. Mais comment c'est possible que 2 gènes soient comme ça imbriqués l'un avec l'autre? La seule possibilité, c'est que en fait, on n'avait pas du tout ce génotype-là de F1, on n'avait pas 2 paires de chromosomes, mais une seule paire de chromosomes sur laquelle les 2 gènes étaient liés. Ils étaient associés sur la même molécule d'ADN, ce qui fait que si je répartis de façon aléatoire les chromosomes, eh bien les 2 partent d'un côté ou les 2 partent de l'autre, mais ils ne peuvent pas partir séparément l'un de l'autre. En fait, on a découvert ici une nouvelle notion. On a 2 gènes placés sur un même chromosome, ils sont dits liés, puisqu'ils vont partir ensemble, alors que 2 placés sur 2 paires différentes sont dits indépendants, ils vont pouvoir migrer de façon complètement indépendante, comme c'était le cas des grains ridés et des fleurs jaunes et vertes tout à l'heure. Donc ici, tout allait bien, on avait compris que sur un même chromosome, on pouvait avoir plusieurs gènes, ce qui était en fait déjà attendu. Mais le problème, c'est que plutôt que d'avoir 50-50, eh bien, ils ont obtenu des proportions un peu bizarres, 40, mais aussi 10% de ce qu'on n'attendait pas du tout, c'est-à-dire de pouvoir associer fleur pourpre avec pollen rouge, avec pollen rond, et fleur rouge avec pollen long. Du coup, comment c'est possible d'associer des gènes qui ne sont pas placés sur le même chromosome? Eh bien, ils ont imaginé que forcément l'information pollen rond s'était associée avec fleur pourpre pour donner ces individus-là. Et ils ont donc essayé de tordre les chromosomes, puis de les séparer, et de réassocier des fragments de chromosomes les uns avec les autres. Alors ça va bien théoriquement, mais comment ça se passe dans le réel? Bien, en fait, ils ont observé, au moment de la mitose, de la méiose 1, plutôt dans la prophase de méiose, des figures un peu particulières qu'on appelle des chiasmas, des endroits où, lorsque les 2 chromosomes homologues s'associent, ici vous avez les 2 bras du chromosome, le centromère, eh bien, il y a des fois des brassages et des zones de croisement entre une des 2 chromatides de chaque chromosome homologue. Si on le repasse avec une interprétation, on peut interpréter ça comme ça, on a un chromosome orange et un bleu, avec 2 chromatides qui se croisent sur les 4. Ce qui fait que, d'abord elles se croisent, puis
elles échangent un fragment, on obtient donc des chromosomes qu'on appelle réarrangés, avec une chromatide d'origine, une chromatide moitié-moitié, une chromatide moitié-moitié, et une autre chromatide intacte, celle de départ. Alors, quelles conséquences, et comment est-ce qu'on peut expliquer les proportions qu'ils ont obtenues 40, 10, 40, 10 ? Voici, on a placé sur ces chromosomes deux gènes, séparés mais liés sur le même chromosome, et on leur fait subir un crossing over. On voit bien qu'il y a échange de fragments sur deux chromatides sur les 4. Les conséquences maintenant pour le brassage inter. Eh bien, si je les fais bouger, je peux les répartir de façon complètement aléatoire, et ensuite, lors de la deuxième division, séparer les chromatides. Mais ce qui se passe, c'est que ce crossing over, il peut survenir ou pas. S'il n'y a pas de crossing over, alors on aura des proportions un petit peu différentes. Ici, les 4 possibilités, c'est-à-dire la chromatide intacte et la chromatide intacte, sont aussi probables que la chromatide remaniée et que l'autre chromatide remaniée. On avait 4 chromatides au départ, on a bien un quart, un quart, un quart, un quart. Mais s'il n'y a pas de crossing over, alors dans ce cas-là, première division, ils se séparent, deuxième division, les chromatides se séparent, et là, je n'ai que 2 possibilités. Et donc, quand on fait une production de spermatozoïdes ou de pollen, eh bien, on va produire des centaines, des milliers, des millions de gamètes. Certains auront eu ce crossing over, d'autres non. Et donc, quand on associe, eh bien, soit il y a eu crossing over et dans ce cas-là, j'obtiens ce type de gamètes, soit il n'y a pas eu crossing over et dans ce cas-là, j'obtiens ce type de gamètes. Et globalement, dans la production totale, eh bien, je vais avoir toute cette partie-là qui sera exactement comme le parent, c'est-à-dire pas remaniée. J'aurai pas eu de réarrangement chromosomique, alors que ici, je vais avoir ce qu'on appelle des gamètes recombinés. Ce qui fait que quand je fais un test cross, je vais avoir beaucoup moins de recombinés que de phénotypes qu'on appelle parentaux, comme P1 et P2. Ça explique mes proportions. Là, j'ai le phénotype parental de P2, et là, peu, mais j'en ai quand même des phénotypes recombinés. Donc quand le test cross donne des proportions un quart, un quart, un quart, un quart, comme c'était le cas avec les fleurs jaunes et les grains ridés, alors ça veut dire que les deux gènes que j'étudie, la couleur de la fleur et le caractère ridé du pois, sont portés sur deux chromosomes différents et que les gènes sont indépendants, alors que quand ici j'obtiens des proportions différentes avec une majorité de phénotypes parentaux là et une minorité de phénotypes recombinés, alors c'est que les gènes sont liés et qu'une petite proportion a réussi à échanger et à faire de nouveaux phénotypes qu'on appelle recombinés. Voilà. Du coup, comment est-ce que ça se passe au niveau de la méiose si on fait un bilan? Eh bien, du coup, tout à l'heure on a fait intervenir qu'un seul brassage. Ici, on a la même phase de départ. On a une cellule issue d'une mitose qui, après une réplication, a des chromosomes avec deux chromatides. Les paires de chromosomes s'assemblent lors de la prophase, mais parfois, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, certains se chevauchent un petit peu, forment un chiasma et il va survenir un crossing over. Une fois que le crossing over s'est opéré, alors ils vont en métaphase, la métaphase les aligne sur le plan équatorial et l'anaphase va les séparer. Du coup, le crossing over, c'était ici, a eu lieu avant la séparation et la répartition aléatoire des chromosomes. Donc le brassage intrachromosomique est antérieur au brassage interchromosomique. Maintenant, on va séparer les chromosomes homologues de façon complètement aléatoire. On a donc bien ici un brassage interchromosomique, et donc, de façon temporelle, on a d'abord un brassage intra, puis un brassage inter, mais les deux se font lors de la première division de méiose. Ensuite, on va obtenir, à la télophase, deux cellules qui auront 2 fois moins de chromosomes. On a réduit donc cette première division qui voit le brassage intra et le brassage inter, c'est celle qui permet de réduire la formule chromosomique de 2n à n, donc de passer de cellules diploïdes à haploïdes. C'est donc la division réductionnelle. Ensuite, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, on va obtenir ici des cellules différentes, mais à cause du brassage intra, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, les deux
les deux cellules filles ici ne vont pas être exactement semblables, puisque une a gardé le chromosome parental, et là, elle a un chromosome recombiné. De la même façon ici. On a donc, ici, grâce à ces deux brassages, 4 cellules différentes.